Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire la section S06A, donc le début là, de la section 6. Donc, allons-y avec ça. Donc, c'est en fait la suite du chapitre 3, hein, c'est la deuxième partie du chapitre 3 qu'on avait commencé à la section S05. Et la section S05, on avait parlé, là, entre autres, de la théorie de la gravitation universelle de Newton, hein, comment la découverte s'était faite. Là, il y avait l'histoire avec Newton et Hooke et tout ça. Et ben, aujourd'hui, vous allez voir qu'on va parler de un peu les limites de la théorie de Newton. On va voir que la théorie de Newton, malheureusement, elle ne fonctionne pas tout le temps. Et comment on s'en est rendu compte qu'elle fonctionnait pas tout le temps et comment on a fait pour, disons, surmonter ces problèmes-là. Et ben, la réponse, on la connaît aujourd'hui, c'est avec la théorie de la relativité, okay, qui a été inventée là, par Einstein. Fait qu'on va voir un petit peu comment ça s'est fait, cette découverte-là, puis un peu historiquement, puis les équations qui vont avec. Okay. C'est sûr que dans le cours S06, hein, qui dure environ 2 heures, il y a S06A, puis il y aura une autre vidéo qui va être S06B. C'est sûr qu'en 2 heures, c'est pas évident là, de parler et d'expliquer en détail tout ce qui concerne la relativité. Okay. Mais en tout cas, vous allez voir, là, quand vous allez faire le cours de physique NYC, il y a un chapitre au complet qui parle de la relativité. Okay, donc la relativité, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Il y a plusieurs choses à comprendre, plusieurs phénomènes à comprendre, tout ça. Mais dans le fond, nous, ce qu'on fait en astrophysique, c'est qu'on fait juste utiliser, euh, disons, là, les petites parties de la relativité qui nous sont utiles dans le cours d'astrophysique, mais en tout cas, si on veut voir la théorie de plus en détail, ça prend un plus grand nombre d'heures. C'est ce que vous allez voir un peu en physique NYC. Donc, c'est normal que vous compreniez pas tout exactement en détail euh, dans la section S06 pour ce qui est de la relativité, mais c'est ça, inquiétez-vous pas, vous allez plus le comprendre là, quand vous allez faire la section, ben, votre chapitre en physique NYC qui parle de ça. Mais c'est ça. Fait qu'on va se mettre un petit peu en contexte, là, comment c'est arrivé là, historiquement que les gens se rendent compte que la théorie de la gravitation de Newton ne fonctionnait pas toujours à 100%. Ben, ça a débloqué encore une fois là, avec l'étude des astres errants. On s'en rappelle, on en avait déjà parlé. On avait dit que les astres errants dans le ciel, c'était des objets qui se déplaçaient dans le ciel, mais ils se déplaçaient pas au même rythme que toutes les autres étoiles dans le ciel. Okay. Et les astres errants, on sait c'est quoi, hein? Il y en avait 7. Il y avait le Soleil, il y avait la Lune, il y avait Mercure, il y avait Vénus. La Terre, c'était pas un astre errant parce que on la voyait pas dans le ciel, on habite sur la Terre. Donc, il y a Mars, il y a Jupiter, puis il y a Saturne. Okay. Uranus et Neptune, on en avait déjà discuté aussi. Ce n'étaient pas des astres errants parce que les astres errants, c'était des objets qui étaient visibles à l'œil nu. Okay. Donc, nos ancêtres, là, qui n'avaient même pas de télescope, étaient capables de voir ces 7 astres errants-là dans le ciel. Uranus et Neptune sont trop loin de nous, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Ils réfléchissent pas une quantité suffisante de lumière, mais avec des télescopes, on peut les observer, mais pas à l'œil nu. Donc, c'est la raison pour laquelle elles ne sont pas des astres errants. Mais, c'est ça. Fait que c'est un peu, encore une fois, avec l'étude des astres errants. Donc, les gens avaient, c'est ça, ils regardaient dans le ciel les astres errants. Okay? Puis, ça arrêtait à Saturne. Et là, ça a pris plusieurs années. Il y a les télescopes qui ont été inventés. Et éventuellement, il y a un monsieur là, qui a découvert une planète qui était située, une nouvelle planète qui était située plus loin que Saturne. Hein. C'était la planète Uranus. Fait que comment il a fait pour découvrir cette planète-là? Ben, tout simplement, c'est qu'on s'est rendu compte que toutes les planètes étaient en orbite autour du Soleil dans un même plan. Hein, c'est le cas dans le système solaire. Toutes les planètes sont en orbite autour du Soleil dans à peu près le même plan, là, en 2 dimensions. Donc lui, tout simplement, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il dit, hey, gars, on a des télescopes qui sont capables de voir plus loin que ce que nos yeux sont capables d'apercevoir. Donc lui, il s'est juste regardé, il s'est juste mis comme ça à observer systématiquement l'espace, là, les étoiles, en regardant tout le temps à peu près dans le même plan dans lequel se trouvent les planètes. Et une bonne fois, ben, il a été chanceux. Ça a donné qu'il a trouvé, ça il a juste regardé au bon moment, au bon endroit, puis il a découvert, il a vu la planète Uranus avec son télescope, puis il a dit, hey, je viens de découvrir la planète Uranus. Okay? Fait que c'est ça, c'est correct comme découverte, c'est le fun, c'est cool. Okay? Mais c'est vraiment une espèce de coup de chance. Ça s'est pas fait par des équations, par une théorie. Il n'y a pas eu de calcul bien compliqué derrière tout ça. C'est que je dis, ben, les planètes ils tournent toutes sur le même plan. Je vais regarder dans ce plan-là, tout à coup qu'il y en aurait qu'on n'a pas encore découvert. Puis bon, il y en a trouvé une. Donc, c'est ça. Bon, ok, ça c'est correct. Et là où c'est vraiment cool, c'est ici.
OK, parce que là, c'est correct. La planète Uranus avait été découverte un peu par chance. OK? Fait que là, on savait était où, on l'observait avec, avec les télescopes. OK? Puis, on l'a observé pendant plusieurs années. Puis là, ce que les gens se sont rendus compte, c'est qu'à force de l'observer, ben, ils se sont rendus compte que l'orbite de la planète Uranus autour du Soleil, elle respectait pas exactement les équations prévues par la théorie de Newton. Okay, donc rappelez-vous, là, à cette époque-là, on connaissait la théorie de la gravitation universelle, fait qu'on savait qu'il y avait une force d'attraction entre le Soleil et entre la planète. On était capable de calculer cette force-là, et on était donc capable là, de calculer ce serait quoi l'orbite théorique, l'orbite elliptique suivie par Uranus autour du Soleil. Et en observant Uranus bien comme il faut, puis en prenant des mesures bien précises, on s'est rendu compte qu'elle ne respectait pas exactement la théorie que Newton. Elle respectait pas exactement l'orbite qui était prévue là, par les équations, par les calculs là, de la théorie de Newton. Fait que là, les gens ils ont dit, OK, ça fonctionne pas. Ce qu'on observe dans la vraie vie, c'est comme si on avait c'est comme si les données expérimentales ne correspondent pas à ce qui est prévu par les équations théoriques. Et là, ben, pourquoi ça correspond pas? Ils se sont dit, ben, il y a deux possibilités. Soit que, premièrement, les équations sont pas bonnes, tout simplement. Okay, peut-être que la théorie de la gravité, elle fonctionne pas, puis qu'on s'est trompé, puis c'est pour ça que ça correspond pas. Ou, deuxième possibilité, c'est qu'ils se sont dit, peut-être que la théorie de la gravité de Newton, elle fonctionne bien. Okay? Mais la raison pour laquelle la planète Uranus ne respecte pas exactement ce qui est prévu là, l'orbite qui est prévue par la théorie, c'est peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose qui modifie son orbite. Okay? Il y a des gens qui ont commencé à penser à ça, puis ont dit peut-être qu'il y aurait une autre planète qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore découverte, qui serait située encore plus loin du Soleil que Uranus. Okay? Et cette planète-là, ben, si elle existe, elle a une masse. Okay? Et on sait que quand deux objets qui ont des masses se trouvent à proximité l'un de l'autre, il y a une force d'attraction. Et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que ils ont dit probablement qu'il y a une planète comme ça qui existe, qu'on n'a pas encore découverte, qui se trouve plus loin là, que l'orbite d'Uranus, et que ben, par force de gravité, ces deux planètes-là vont s'attirer l'une l'autre. Et c'est cette planète-là qui va en quelque sorte un peu tirer Uranus là, vers l'extérieur de son orbite, et c'est ça qui pourrait faire en sorte que son orbite est légèrement différente que ce qui est prévu par la théorie de Newton. Et là, les gens même ont regardé ça bien comme il faut, on fait des calculs, puis ont été capables de calculer exactement où devait se trouver cette fameuse planète-là qu'on connaissait pas encore. Okay? Fait qu'il y a des gens qui ont calculé exactement sa position, et ensuite de ça, ils ont regardé là, avec un télescope exactement à l'endroit qu'ils avaient calculé, et en regardant là, à cet endroit précis, bien précis là, ben oui, effectivement, ils ont découvert qu'il y avait une planète. C'est la planète qu'on appelle aujourd'hui la planète Neptune, qui est située plus loin que Uranus. Fait que ça, c'est vraiment cool comme découverte. Je sais pas si vous réalisez, ça veut juste dire qu'en observant bien comme il faut l'orbite d'une planète, on a été capable de constater qu'elle ne respectait pas exactement, puis on dit la seule raison possible, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui fait dévier son orbite. On a fait les calculs, puis on a trouvé que oui, probablement qu'il y a une autre planète qu'on n'a pas découverte qui dévie son orbite. Elle devrait se trouver exactement à cet endroit-là. On est allé regarder avec un télescope exactement à cet endroit-là, puis oui, effectivement, on l'a observé. Fait qu'on a vraiment comme fait une prédiction de calculer exactement la position où se devait se trouver la planète, puis en allant la regarder, elle se trouvait exactement là. C'est comme ça qu'on l'a découvert. Okay? Donc ça venait vraiment là comme confirmer que la théorie de Newton fonctionnait bien. T'sais, on avait été capable de calculer d'avance la position où une planète allait se trouver avant même de l'observer. En tout cas, quand ça s'est arrivé, c'est sûr que ça a bien gros fait jaser. Là, puis les gens étaient comme, OK, là, maintenant, là, on est certain, on est sûr et certain que la théorie de la gravitation de Newton, ça fonctionne bien. Puis, pas juste ça, en fait, Newton a fait d'autres... on connaît beaucoup la gravitation de Newton, mais il a fait d'autres théories aussi, là, entre autres par rapport à la lumière, tout ça. Puis, en tout cas, toutes les théories que Newton faisait, ça fonctionnait super bien, puis ça respectait super bien ce qu'on observait dans la vraie vie, les données expérimentales marchaient toujours très bien avec la théorie. Donc en tout cas, Newton était rendu quasiment comme une espèce de dieu, là, même des gens qui le représentaient avec une espèce d'auréole comme ça autour de la tête. Là, souvent on voit ça comme avec Jésus par exemple dans la religion catholique, mais en tout cas, c'était vraiment c'est ça, très 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 mis en valeur, si vous voulez. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont été un peu trop
un peu trop sûrs d'eux-mêmes, puis il y avait comme un peu trop confiance en la théorie de Newton finalement. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que les gens se sont dit, hey, c'est cool qu'on a réussi à trouver, tu sais, comme ça, une planète juste en faisant des calculs finalement, puis en se basant sur la théorie de Newton. Puis là, les gens se sont dit comme, hey, peut-être qu'il y a d'autres planètes comme ça dans le système solaire qu'on connaît pas, qu'on n'a pas encore découvert. Fait qu'on va regarder bien comme faut l'orbite de toutes les planètes connues dans le système solaire, puis on va voir s'il y en a encore une là, qui respecte pas exactement la forme de son orbite elliptique qui est prévue par la théorie de Newton, puis peut-être qu'on va comme ça être capable de refaire encore cet exploit-là, puis de recalculer là, les positions de nouvelles planètes qu'on n'aurait pas encore découvertes. Fait que les gens ont fait ça, puis ils se sont rendus compte que toutes les planètes respectaient parfaitement là, la théorie de Newton, sauf une, la planète Mercure. Okay. Fait que là, c'est un petit peu la même histoire. On a observé Mercure bien comme il faut, on a noté sa position en fonction du temps, puis on s'est rendu compte que l'orbite de Mercure ne respecte pas exactement ce qui est prévu là, par la théorie de Newton. Donc là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah ben là, c'est sûr, c'est la même chose. Fait que ça veut dire que probablement qu'il existe une autre planète qu'on n'a pas encore découverte, qu'on n'a pas encore observée, qui est en orbite autour du Soleil, et ils ont fait des calculs, puis ils se sont rendus compte que cette planète-là, qui pourrait être responsable de faire dévier un petit peu l'orbite de Mercure, ce serait une planète qui serait située encore plus près du Soleil que Mercure. Et là, les gens ont calculé la position à laquelle devait se trouver cette planète-là, puis ils sont allés pour l'observer. Okay? Puis là, ils étaient tellement certains qu'ils allaient trouver la planète à l'endroit où ils venaient de calculer. Ils étaient tellement certains de ça que même des gens, ils ont nommé la planète avant même de la découvrir. Okay? Ils l'ont appelé Vulcain, cette planète-là. Pourquoi Vulcain? Parce que Vulcain, là, dans la mythologie, je ne sais plus si c'est grec ou romaine, c'est le nom d'un dieu, c'est le dieu de la forge, ou le dieu du feu, le dieu de la forge. Puis ça fonctionnait bien, parce que dans le fond, cette planète-là, Vulcain, était supposément située encore plus proche du Soleil que Mercure, donc c'est un endroit où il aurait dû faire très très chaud, puis être proche des flammes et quelque chose comme ça. Mais le coup de théâtre, ce qui est arrivé, c'est que les gens étaient tous fiers d'eux, ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient trouver une planète comme ça, ils ont donné un nom, puis bon, tout ça. Puis là, après ça, c'est bien beau, là, mais là, ils ont observé, puis on l'a jamais trouvé, la planète Vulcain. Pourquoi? Parce que, elle n'existe pas, tout simplement. Il n'y en a pas de planète en orbite, là. La première planète en orbite, là, autour du Soleil, c'est Mercure. Il n'y en a pas de planète plus proche. Okay? Fait que ça, c'est pour la première fois, que la théorie de la gravitation de Newton ne fonctionnait pas. Okay? Donc ça veut dire qu'on avait l'orbite de Mercure qui respectait pas la théorie de Newton. Puis la raison pour laquelle elle respectait pas la théorie de Newton, c'était pas à cause qu'il y avait une autre planète. C'était autre chose que ça. C'était tout simplement là, vraiment que la théorie de Newton est pas bonne d'une certaine façon. Elle ne fonctionne pas dans tous les cas. Et entre autres, c'est que la théorie de la gravitation de Newton, telle qu'on la connaît, là, elle ne décrit pas correctement l'orbite de Mercure autour du Soleil. Okay. Mais juste avant de continuer, une petite parenthèse, là, la planète Vulcain, je sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là ou si ce nom-là, si ça vous dit quelque chose, la planète Vulcain. S'il y en a qui sont des fans de Star Trek, là, vous savez que la planète Vulcain, c'est le nom de la planète de Spock. Okay, en fait, les Vulcains, c'est une race dans Star Trek. Là, je vais prendre une image. C'est ça, la planète Vulcain, c'est une planète dans l'univers de Star Trek. Il y a un monsieur quand même assez connu là, qui s'appelle Spock, là, qui a des petites oreilles pointues. Puis c'est ça, cette race s'appelle les Vulcains. Donc ça, c'est un peu quand les gens ont écrit Star Trek, ils ont décidé d'appeler ça la planète Vulcain un peu pour comme se rappeler un petit peu cet événement-là là, qui est arrivé dans l'histoire de l'astronomie. Mais bon, c'est ça. Fait que bref, l'orbite de Mercure ne respecte pas les équations de Newton. Et c'est ça venait prouver que les équations de Newton ne fonctionnaient pas. Puis on le sait aujourd'hui, c'est normal. Okay? Pourquoi? Parce que la vraie théorie qui explique parfaitement comment les planètes vont être en orbite autour du Soleil ou autour de n'importe quel objet, c'est pas la théorie de Newton, c'est la théorie de la relativité. Okay? Un peu plus précisément, la théorie de la relativité générale. Et là, c'est pour ça qu'il faut étudier un peu maintenant la relativité d'Einstein pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Okay. Fait que c'est ça. Ce qui arrive, c'est que la relativité,
c'est divisé comme il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle la relativité restreinte et ce qu'on appelle la relativité générale. Okay? La relativité générale, c'est plus complet, okay? C'est plus général, ça le dit, mais c'est un petit peu plus difficile que la relativité restreinte. Fait que ce qu'on va faire, c'est que dans la première section, la section S06A, on va parler uniquement de la relativité restreinte. Et quand on fera la section S06B, là, on parlera de la relativité générale. Dans la relativité générale, ça inclut là, ce qu'on appelle la courbure de l'espace-temps, puis c'est un petit peu plus lié à la gravité, puis au comportement des orbites, tout ça. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre un petit peu les bases de la relativité, et c'est ce qu'on va faire maintenant. La relativité restreinte, c'est un petit peu plus lié aux vitesses, puis aux effets de contraction du temps, puis en fait dilatation du temps et contraction des longueurs. Donc, on va parler de ça pour le restant là, de la section S06A. C'est ça. Fait que la théorie de la relativité, qu'est-ce que ça, comment c'est arrivé là, dans l'histoire? Ça a commencé avec une expérience qui s'appelle l'expérience de Michelson et Morley. En fait, c'est deux messieurs qui travaillaient sur un appareil, puis le but à la base de leur expérience, c'était qu'ils voulaient tout simplement mesurer très très précisément là, la vitesse de la lumière. Et qu'on savait que c'était bon pas mal de l'ordre de 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Les gens, un des buts de leur expérience, c'était de la mesurer très très précisément. Et aussi, c'est qu'ils voulaient mesurer les petites variations de vitesse là, causées par le fait que la Terre est en orbite autour du Soleil et qu'elle se déplace à une vitesse d'environ 30 km par seconde. Donc ça, c'était quelque chose qui était connu à l'époque. On connaissait le rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil. On savait que la Terre, ça lui prenait 1 an faire un tour du Soleil. C'est un calcul qui est très très simple qu'on peut réaliser. Puis effectivement, on trouve que la planète Terre, là, est en orbite autour du Soleil avec une vitesse d'environ 30 km par seconde. Donc, dépendamment vous êtes placé où sur la Terre, puis dépendamment de comment on oriente l'appareil par rapport au Soleil et tout ça, ben c'est ça, eux, ils s'attendaient, en faisant leur expérience, à mesurer des fois là, des petites variations dans la vitesse de la lumière de l'ordre d'une trentaine de kilomètres par seconde. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont eu beau faire leur expérience là, de toutes les façons possibles et imaginables, puis ce qu'ils mesuraient, c'est que la vitesse de la lumière était toujours exactement égale à ça ici. Il n'y avait jamais de variation là, de plus ou moins 30 km par seconde. C'est toujours exactement le même chiffre qu'on a là. Et ils ne comprenaient pas pourquoi c'était comme ça. Puis c'est vrai que c'est bizarre. Okay, c'est comme pas logique euh, que la vitesse que vous avez par rapport à ce que vous mesurez, ça n'influence pas. Okay? Juste comme un peu pour comprendre, se mettre en contexte, là. Imaginez que vous avez, je vais juste changer ma couleur, là, ça marche plus bien. Okay. Imaginez que vous avez deux objets, l'objet A puis l'objet B. Okay? Les deux objets se déplacent vers la droite à une certaine vitesse. Okay? Si vous êtes, mettons, vous êtes la personne B ici, puis on vous lance un objet à une certaine vitesse vers vous, dépendamment si vous essayez de vous sauver de l'objet, ou si au contraire vous essayez de courir vers l'objet, ben logiquement, intuitivement, on s'attendrait à ce que le mouvement de l'observateur, votre mouvement à vous, là, que si vous courez vers la droite ou vers la gauche, on s'attendrait là, à ce que ça ait une influence sur la vitesse que l'observateur va observer quand il va regarder l'objet A. Okay. Quand on fait ça, okay, c'est qu'on est en train de faire là, ce qu'on appelle l'addition classique des vitesses. Okay. Quand on parle de physique classique, là, on parle de physique comme de base, si vous voulez, c'est qu'on n'inclut pas encore les effets de la relativité. Okay. Fait que si on fait juste la physique classique, ben quand on fait ce qu'on appelle l'addition des vitesses, c'est ça qu'on fait. On fait juste additionner ou soustraire des vitesses. Donc, je l'ai encerclé en rouge parce que c'est incorrect, c'est faux, c'est pas exact. Okay? Mais dans cette situation-là, par exemple, si on dit que l'objet A, c'est un photon, donc il va à la vitesse de la lumière, à la vitesse C, et vous, imaginez que vous êtes capable de vous déplacer à 10% de la vitesse de la lumière, ce qui est comme impossible avec les technologies qu'on a actuellement. Fait qu'on sait pas qu'est-ce que vous faites, là. Soit vous courez excessivement vite ou vous êtes dans un petit vaisseau spatial, ou en tout cas, c'est pas vraiment important, c'est juste un exercice comme ça de la pensée, là. Imaginez que vous êtes capable de vous déplacer à une vitesse de 0.1 c, donc 10% de la vitesse de la lumière. Ce qu'on pourrait penser, à tort, c'est pas vrai, mais ce qu'on pourrait penser, c'est que si un photon est lancé, arrive vers vous là, en se déplaçant vers la droite là, avec une vitesse à la vitesse de la lumière, on pourrait penser que si vous
vous essayez de vous sauver du photon en courant là, à 0.1c, on pourrait penser que si pendant que vous êtes en train de courir et de vous sauver du photon, si vous vous retournez et vous regardez en arrière, là, on pourrait penser que vous allez voir le photon arriver vers vous à une vitesse de 0.9c. Et au contraire, on pourrait penser que si, au lieu de vous sauver, là, si vous courez vers le photon, si vous foncez vers le photon en courant à 0.1c, ben là, on pourrait penser que vous allez voir le photon arriver vers vous plus vite, hein, en faisant l'addition de ces deux-là, c plus 0.1c, ça va donner 1.1c. Donc, quand on fait ça ici, on est en train de faire l'addition classique. On fait juste additionner ou soustraire nos deux vitesses ici pour trouver la vitesse que B va observer quand il va regarder A. On sait que ça, c'est pas vrai. C'est pas un résultat exact. Okay? Parce que quand on fait de la physique classique, ça ne tient pas compte des effets de la relativité. La relativité, on va voir les effets tout à l'heure. Entre autres, il y en a deux. Okay? Il y a ce qu'on appelle la dilatation du temps et la contraction des longueurs. Donc, ça va venir changer un peu le rythme d'écoulement du temps et l'échelle des longueurs. Mais quand on fait de la physique classique, on n'en tient pas compte. Si on veut en tenir compte, ce qu'on fait, c'est qu'on fait essentiellement la même chose. Vous voyez, le numérateur, c'est la même chose. Donc, on va soit additionner ou soustraire là, les vitesses. Mais en plus, pour tenir compte de tous les effets de la relativité, il faut diviser par un dénominateur qui est celui-là ici, là, qui est 1 moins le produit des deux vitesses, divisé par la vitesse de la lumière au carré. Et quand on utilise la formule là, qui inclut ce dénominateur-là, là, ça donne la vraie réponse exacte. Okay. Ça, en passant, c'est une formule que vous allez voir là, exactement écrite comme ça quand vous allez faire le cours de physique NYB. Ça s'appelle l'addition relativiste des vitesses. Okay. Donc ça donne un résultat exact. Et ce qui est super intéressant ici, c'est que quand on utilise cette formule-là, okay, on se rend compte que pour cette situation-là et pour cette situation-là, dans cette formule-là qui est un petit peu compliquée là, en raison du dénominateur, là, mais quand on analyse un petit peu mathématiquement qu'est-ce qui se passe, on se rend compte que dès que l'objet qui va être lancé vers vous va à la vitesse de la lumière, ce qui va arriver, c'est que dans cette équation-là, il y a plein de choses qui vont simplifier et ça va toujours donner que si vous êtes l'objet B puis que vous observez l'objet A, vous allez toujours voir l'objet A se déplacer par rapport à vous à la vitesse de la lumière. Okay? Ça, c'est pas influencé par votre propre mouvement à vous. Okay? Et ça, c'est la vraie réponse, c'est le résultat exact. Okay? Fait que c'est ça qu'on disait ici, c'est ça que d'une certaine façon, Michelson et Morley ont obtenu quand ils ont fait leur mesure. Et ben, ils étaient surpris, parce que c'est vrai que c'est un peu, on dirait, contre-intuitif. Okay? Puis ça, c'est vrai, peu importe la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Okay? Si on prend un exemple extrême, là, imaginons que vous êtes capable de vous déplacer à 0.99c. Fait qu'imaginez que vous êtes capable de vous déplacer là, à 99% de la vitesse de la lumière, ce qui serait comme phénoménal. Là. Puis malgré ça, okay, ça changera absolument rien. Fait que même s'il y a un photon qui arrive vers vous, puis que vous, là, vous essayez de vous sauver du photon là, en allant à 99% de la vitesse de la lumière, ou si au contraire vous décidez de foncer vers le photon là, en se dirigeant vers le photon à 99% de la vitesse de la lumière, tu sais, faire ça ou faire ça, ça changera absolument rien. Dans les deux cas, quand vous allez regarder le photon, vous allez le voir arriver vers vous exactement à la même vitesse, à la vitesse de la lumière. Okay? Vous n'allez pas le voir arriver plus vite ou plus lentement parce que vous vous sauvez ou vous vous approchez d'eux. Vous allez voir arriver le photon exactement à la même vitesse. Fait que vous voyez pourquoi c'est un peu surprenant. On dirait que c'est un peu contre-intuitif en disant, il me semble que, ben non, ça va changer de quoi si je me sauve ou si je fonce vers le photon. Ben non, ça changera rien. Vous allez voir toujours arriver à la même vitesse. Okay? On le voit par l'équation. Mathématiquement, ça fonctionne. Okay? Et ça, en fait, ce comportement-là, c'est exactement ce qu'on appelle le postulat de base de la relativité restreinte. Okay? Donc Einstein, quand il a formulé un petit peu là, la théorie de la relativité restreinte, ce qu'elle dit, c'est que tout part du postulat de base. Le postulat de base, ça dit ça ici. Ça dit que un observateur mesure toujours la vitesse de la lumière par rapport à lui comme étant 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde, qu'on appelle C. Okay? Quel que soit son propre mouvement. Okay? Fait que peu importe qu'est-ce que l'observateur est en train de faire, qu'il soit en train d'aller vers la gauche, vers la droite, ou qu'il soit immobile, qu'il se déplace vers le haut, vers le bas, en diagonale, peu importe, qu'il aille pas vite ou qu'il aille excessivement vite, peu importe, là, ce qui va arriver, c'est que peu importe qu'est-ce que vous faites en tant qu'observateur, peu importe votre mouvement, à chaque fois que vous allez observer un photon, vous allez toujours le voir là, se déplacer à une vitesse qui est exactement égale à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde, qui est la vitesse de la lumière.
Okay? Ça, c'est le postulat de base de la relativité restreinte. Vous allez en reparler évidemment en physique NY1 un peu plus longuement et un peu plus en détail, mais c'est ça. Okay? Fait que, bon, ça c'est bien beau, c'est une belle petite phrase cute, c'est bien beau de dire ça. OK? C'est vrai, c'est une phrase qui est vraie, c'est vrai que c'est ça qui arrive dans la vraie vie. Mais ce qui est génial, puis ce qui est un petit peu mystérieux, c'est que pour que ça ce soit vrai, là, pour que justement, peu importe qu'est-ce que vous faites comme mouvement, pour que vous observiez toujours que la vitesse, que la lumière se déplace toujours exactement à cette vitesse-là par rapport à vous, ben pour que cet énoncé-là soit toujours vrai, ça implique deux choses. Ça implique que l'écoulement du temps, donc le rythme auquel le temps s'écoule, et l'échelle des longueurs. Okay? Ça implique que ces deux choses-là ne sont pas des trucs qui sont constantes. C'est des trucs qui vont s'ajuster puis qui vont changer constamment, dépendamment de votre mouvement, là, du mouvement de l'observateur. Et le rythme du temps va changer et les longueurs vont changer, mais elles vont changer juste de la bonne façon pour que vous observiez toujours que la vitesse de la lumière, c'est exactement 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Okay? Fait que c'est très bizarre, c'est très mystérieux en fait la relativité, mais c'est ça que ça dit. Okay? Ça dit que tu sais l'écoulement du temps puis l'échelle des longueurs, les dimensions, les longueurs, c'est pas quelque chose qui est fixe dans l'univers, c'est quelque chose qui est adaptable, c'est quelque chose qui peut se transformer. Okay? Et ça va se transformer toujours de la bonne façon pour que n'importe quel observateur mesure toujours que la vitesse de la lumière est exactement 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Okay? Je vais vous en faire un exemple tout à l'heure, un petit exemple plus imagé, là, vous allez comprendre. Là. Mais c'est juste pour vous dire que c'est ça, c'est bizarre la relativité quand on commence à étudier ça. À la longue, ça devient intuitif, puis on se dit ben oui, c'est comme normal. Là. Mais au début, je comprends que c'est un petit peu bizarre là, à première vue. Okay. Ça veut dire que peut-être que vous pensez que, je sais pas, mettons une seconde, c'est quelque chose qui est fixe, qui est constant, qui est stable. Peut-être que vous pensez qu'une seconde, vous savez c'est quoi une seconde, là, ça dure un certain temps. Là. Peut-être vous pensez que peu importe où vous vous trouvez dans l'univers, ou peu importe ce que vous faites, une seconde, c'est toujours pareil, ça va toujours durer le même temps. Okay. Ben justement, non. Ça va dépendre de ce qu'on appelle votre référentiel. Donc ça se peut que, selon vous, une seconde va durer un certain temps, puis quelqu'un d'autre dans une fusée qui se déplace à 60% de la vitesse de la lumière, ben lui, ce qu'il considère comme étant une seconde, ce soit pas le même écoulement du temps que vous. Okay? Donc vraiment, le rythme auquel le temps va s'écouler, ça change. Et les longueurs aussi vont changer. Okay? Donc, on va garder ça en tête, là, même si c'est un petit peu mystérieux de dire ça. Et même si ça paraît un peu bizarre à première vue, là, surtout si c'est la première fois de votre vie que vous entendez parler de la relativité, même si ça a l'air extrêmement bizarre et extrêmement étrange, okay, juste quand même vous dire que c'est pas, tu sais, c'est vraiment, il y a des formules là, il y a tout ça se calcule. Okay. Donc il y a une formule justement qui s'appelle le facteur, on appelle ça le facteur gamma. Il y a des gens qui appellent ça le facteur de Lorentz. Okay. On appelle ça le facteur gamma parce que c'est la lettre grecque, là, gamma. C'est égal à 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Et à quoi ça sert de calculer ce facteur gamma-là? Ben, c'est que premièrement, ça donne un chiffre, hein, ça donne un nombre qui est entre 1 et l'infini. Et ça va vous dire justement à quel point est-ce que l'écoulement du temps et est-ce que l'échelle des longueurs va être affecté par le mouvement de l'observateur, si vous voulez. Fait que vous êtes un observateur, vous vous déplacez à une certaine vitesse v, ou vous observez un objet se déplacer à une certaine vitesse v. Et si vous voulez savoir, là, OK, si je me déplace à une certaine vitesse, ça va être quoi? Tu sais, mon temps va être ralenti de quel facteur, ou les distances vont être ralenties de quel facteur? Ben, ça va être ralenti 2 fois, 3 fois, 4 fois? Ben, c'est ça. Ça va être ralenti le nombre, ça va être ralenti ce nombre de fois-là, le facteur gamma de fois. Okay. Donc, c'est ça. Comme je dis, je vais faire un exemple avec vous, mais juste avant, là, regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est une formule mathématique, okay, qui est quand même un petit peu complexe. C'est 1 divisé par la racine carrée d'une soustraction de deux trucs. Là, la vitesse est au carré ici. Si on remplace des chiffres là-dedans, des valeurs numériques, on regarde qu'est-ce que ça donne.
Okay? Pour une vitesse qui est égale à 0, le facteur gamma, il vaut 1. Parce qu'on le voit, remplacer v par 0 là-dedans, ça fait 1 sur racine de 1 moins 0. 1 moins 0, ça donne 1. Racine de 1, ça donne 1. 1 sur 1, ça donne 1. Fait que quand votre vitesse est égale à 0, fait que pour un objet qui est immobile, par exemple dans l'univers, le facteur gamma est égal à 1. Fait qu'avoir un facteur gamma est égal à 1, ça c'est ce qu'on pourrait considérer comme une situation normale, une situation de base, une situation de référence. Ça veut dire que quand vous avez un facteur gamma qui est égal à 1, il n'y a pas d'effet de la relativité. On pourrait dire que le temps s'écoule normalement, les longueurs sont normales, les trucs, il n'y a rien qui est contracté, il n'y a rien qui est comprimé, il n'y a rien qui est dilaté, tout est standard, si on veut. Okay. Mais maintenant, plus que vous allez vous déplacer rapidement, plus que votre vitesse ici va augmenter, plus que votre facteur gamma va augmenter. On le voit ici, hein, plus que la vitesse augmente, c'est classé en ordre croissant. Fait que si on a une vitesse égale à 0, puis là on a des vitesses de plus en plus grandes jusqu'à avoir une vitesse qui atteint la vitesse de la lumière. Et le facteur gamma, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça part à 1, ça augmente de plus en plus, puis à la fin, même le facteur gamma va tendre vers l'infini. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu comment ça progresse, ce facteur-là. Avec les chiffres, on peut le voir un petit peu. Okay, c'est quoi l'effet? Mais c'est un peu plus simple de faire un graphique. Okay? Donc, si on voulait tracer, par exemple, là, un graphique, là, disons, du facteur gamma, okay, en fonction de la vitesse, en fonction de V. Okay. Donc, on pourrait se tracer juste quelques points sur ce graphique-là, puis vous allez voir, ça va être sûrement ça va être un peu plus simple. C'est qu'on voit que quand la vitesse est égale à 0, le facteur gamma est égal à 1. Donc, on pourrait venir placer ce point-là sur notre graphique. Là, on a une vitesse ici, ça c'est l'origine, 0, 0. Donc, quand notre vitesse est égale à 0, notre facteur gamma est égal à 1. Donc, on pourrait se mettre là. Ça vaut 1. Okay. Quand la vitesse est égale à 0, fait qu'on aurait un premier point là, de notre graphique qui serait là. Ensuite de ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, plus que la vitesse augmente, plus que le facteur gamma augmente. Mais vous voyez, au début, ça augmente très lentement. Okay. En fait, un point de référence qu'on utilise souvent, c'est celui-là ici. Quand vous allez à 87% de la vitesse de la lumière, en fait, c'est 0.8666666, non, on a écrit 0.87. Fait que quand on va à 87% de la vitesse de la lumière, le facteur gamma est égal à 2. Okay? Fait que ça a augmenté très lentement au début. C'est juste rendu, mettons, on va dire qu'ici on est rendu à la vitesse de la lumière. Là. Fait que 87% de la vitesse de la lumière, ben, c'est à peu près là. OK, 0.087C. Quand on est rendu à 0.87C, le facteur gamma, il vaut 2. Okay, donc 2, ce serait ici. Donc on aurait, disons, ça comme ça. Là. On aurait un point qui se trouve là, ici, sur notre graphique. Okay. Et c'est ça. Fait entre une vitesse égale à 0 et une vitesse qui vaut 0.87, le facteur gamma a augmenté, mais très lentement. Il a juste passé de 1 à 2. Okay. Mais après ça, regardez ce qui se produit. À partir de 87% de la vitesse de la lumière, si on augmente un petit peu la vitesse, le facteur gamma augmente, mais il augmente vraiment très rapidement et surtout vers la fin. Okay? Plus que la vitesse, là, quand on est rendu proche de la vitesse de la lumière, là, une mini augmentation de la vitesse va produire une très grande orientation du facteur gamma et même ça va faire une espèce d'asymptote, hein, ça va aller jusqu'à l'infini. Si votre vitesse atteignait exactement la vitesse de la lumière, votre facteur gamma, lui, il tendrait vers l'infini. Okay, donc ça fait véritablement ce qu'on appelle une asymptote en mathématiques. On pourrait dessiner une espèce d'asymptote ici, une petite ligne pointillée. Et dans le fond, ce qui se produit, c'est que c'est ça. Le facteur gamma, au début, il vaut presque toujours 1 là, pendant 1.0000003. Fait qu'il augmente très lentement. Fait qu'il vaut 1, là, c'est presque une ligne horizontale. Là. Ça vaut 1 presque tout le temps. Ça augmente tranquillement. Puis là, quand on arrive proche de 0.87, là, ça commence à augmenter un petit peu plus, ça arrive à 2. Puis après ça, là, ça augmente comme vraiment très rapidement, puis ça fait une espèce d'asymptote là, qui ferait juste monter très rapidement comme ça. Donc, plus qu'on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus que le facteur gamma augmente, puis ça fait une asymptote là, qui irait jusqu'à l'infini. Okay. Donc, en tout cas, juste pour vous donner une espèce de feeling à quoi ça ressemble là, le graphique du facteur gamma. C'est ça, fait, comme le facteur gamma, il vaut ici, là, pour des faibles vitesses, le facteur gamma, il vaut presque tout le temps 1.
Okay. C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, on s'en rend pas vraiment compte de ces effets-là. On s'en rend pas vraiment compte que le rythme d'écoulement du temps est différent quand on se déplace à des vitesses différentes. On se rend pas compte vraiment que les objets sont comprimés quand on se déplace plus vite. Pour commencer à avoir un effet qui serait mesurable et clairement observable, il faudrait aller à des vitesses là, qui se rapprochent de justement là, 50, 60, 70, 80% de la vitesse de la lumière. Là, on commencera à avoir des effets, là, des contractions, puis du temps qui s'écoule comme 2 fois plus lentement ou quelque chose comme ça. Mais dans les vitesses qu'on peut atteindre dans la vie de tous les jours, même si on regarde, par exemple, là, si vous pouviez vous déplacer à une dizaine de kilomètres par seconde, ça serait comme excessivement rapide. Mais malgré ça, en allant à peu près à 10 kilomètres par seconde, le facteur gamma, il vaut presque exactement 1. Fait qu'on, à toute fin pratique, on s'en rendrait même pas vraiment compte là, des effets. Fait que ça qui est un peu plate d'une certaine façon de la relativité, c'est que les effets sont super cool, mais pour être vraiment capable de les observer facilement et concrètement ces effets-là, il faudrait avoir des vitesses qui sont très 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 grandes, ce qu'on n'est pas encore capable vraiment là, d'atteindre. Il n'y a pas des personnes qui arrivent à se déplacer là, à des vitesses aussi grandes que ça. Okay. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas quand même de comprendre comment fonctionne la relativité. Et je vous en parlerai dans quelques instants que c'est pas, c'est vraiment quelque chose qui est vrai, qui est vérifié, qui a été mesuré, tout ça, même si c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, là, par exemple. Et ça fait pour essayer de mettre tout ça un peu en contexte, j'ai inventé une petite situation hypothétique, ok. Puis ça va vous aider juste un petit peu à comprendre comment ça peut fonctionner. Fait qu'imaginons que on a, je vais juste changer la couleur de mon curseur parce que je ne vois comme pas très bien. Okay. Fait qu'imaginons que vous avez une personne qui est dans un laboratoire, là, mettons, puis elle a une espèce de caisse, ça pourrait être une caisse de bois, par exemple, on peut s'imaginer ça comme ça, qui mesure 3 mètres de large. Okay. Puis la personne ici, c'est un scientifique, on va dire, là, il veut mesurer c'est quoi la vitesse de la lumière. Quand on veut mesurer la vitesse d'un objet qui se déplace à vitesse constante, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit que la vitesse est égale à delta x sur delta t. On se dit, on va regarder l'objet qui se déplace à vitesse constante et on va regarder ça a pris combien de temps, on va mesurer ça a pris combien de temps pour franchir une certaine distance. Puis là, on va dire, ben, il s'est déplacé de tant de mètres en tant de secondes. Puis là, on va faire la division, ça va nous donner un nombre de mètres par seconde. Okay. Fait qu'imaginons pour l'instant quelque chose de super simple. Un observateur qui est immobile. Il y a une vitesse égale à 0. Et on a vu tout à l'heure que quand on a une vitesse égale à 0, ça correspond à un facteur gamma qui est égal à 1. Quand on a un facteur gamma qui est égal à 1, c'est le cas normal. Il n'y a pas d'effet de la relativité. Okay. Et là, on fait une expérience. Fait, mettons que vous avez un petit photon. J'ai fait une petite boule jaune. Là. Ça représente une particule de lumière, un petit photon. Okay. Si on fait l'expérience, on va chronométrer. Ça prend combien de temps au photon pour franchir, là, partir d'une des extrémités de la caisse de bois puis de se rendre jusqu'à l'autre extrémité. Et on imagine que la personne elle a des réflexes incroyables, puis qu'elle a un petit chronomètre, puis qu'elle est capable de commencer le chronomètre puis arrêter le chronomètre. Si on faisait cette expérience-là, regardez juste en haut de l'écran pour l'instant, ben, on verrait ça comme ça. Fait qu'on verrait le petit photon qui part de là, et on pourrait le chronométrer, et on se rendrait compte que ça a pris 10 nanosecondes. Donc 10 fois 10 à la moins 9 secondes pour que le photon parcourt une distance de 3 mètres. Et là, on dirait, OK, c'est bon, on a fait une expérience. On a observé un photon qui s'est déplacé là, en ligne droite à vitesse constante, qui a franchi une distance de 3 mètres. Ça a pris 10 nanosecondes pour franchir cette distance-là. On va faire le calcul. 3 mètres divisé par 10 fois 10 à la moins 9 secondes, là, ça donne 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. On va dire, ah, OK, ben on vient de mesurer la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Okay. Maintenant, quelqu'un qui, au même moment, un observateur différent, pas la même personne, une autre personne, qui passerait vis-à-vis la même caisse de bois au même moment, là, pendant que le photon est en train de se déplacer. Mais imaginons que cette personne-là n'est pas immobile, elle se déplace vers la droite à une vitesse de 87% de la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qu'il y a de spécial quand on se déplace à 87% de la vitesse de la lumière? On l'a dit tantôt, c'est que le facteur gamma est égal à 2. Okay, on avait vu ça dans les ici. Okay. Et quand on fait le calcul, là, si vous remplacez ici la vitesse par 87% de la vitesse de la lumière, puis qu'on fait le calcul, ben ça donne un facteur gamma est égal à 2. Okay. J'ai pris ça parce que, bon, ça fait un facteur 2, donc c'est plus facile de voir, là, vu que c'est un chiffre qui arrive juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne va passer ici, étant donné qu'elle se déplace à une vitesse de 87% de la vitesse de la lumière, il va y avoir des effets de la relativité restreinte qui vont intervenir, et
entre autres, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, ben, premièrement, le temps va s'écouler 2 fois plus lentement pour cette personne-là. Et ce que vous allez voir tantôt, c'est que ça va faire en sorte que son horloge va tourner 2 fois plus lentement et va mesurer donc un temps 2 fois plus petit. Elle va mesurer 5 nanosecondes au lieu de 10 nanosecondes. Et l'autre effet, c'est que toutes les distances vont être comprimées d'un facteur 2. Okay? Donc, ça veut dire que cette personne-là, quand elle va passer vis-à-vis la caisse, là, elle va voir toutes les distances comprimées. Fait que selon elle, la caisse, elle va pas mesurer 3 mètres de large. Elle va mesurer la moitié de ça. C'est comme si toutes les distances allaient être comprimées d'un facteur 2. Fait que cette personne-là, elle va penser que la caisse mesure 1,5 mètres de large. Okay? Et fait que quand elle va regarder le photon, là, partir de la gauche puis aller jusqu'à la droite de la caisse, elle va voir un photon comme ça se déplacer en ligne droite à vitesse constante. Puis la personne, ça va dire, OK, ben, je vais mesurer. Ça a pris combien de temps faire ce déplacement-là. Et ce qui va arriver, c'est que justement, son temps va être ralenti d'un facteur 2. Donc, sa petite montre, les aiguilles vont tourner 2 fois plus lentement, son chronomètre va fonctionner 2 fois plus lentement, et ce qui va faire en sorte que le temps qui va être indiqué, ça va être 2 fois plus petit que celui-là, parce que justement, le chronomètre fonctionne 2 fois plus lentement, donc le temps qui va être indiqué ici, ça va être 5 nanosecondes au lieu de 10 nanosecondes. Okay. Puis la personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, ben, moi j'ai fait une expérience scientifique, j'ai observé un phénomène, j'ai observé un photon qui s'est déplacé. Le photon a parcouru une distance de 1,5 mètres. Et moi, je l'ai chronométré avec mon chronomètre, ça a pris 5 nanosecondes. Okay. Et si on fait le calcul, ben 1,5 mètres divisé par 5 fois 10 à moins 9 secondes, ça donne encore exactement la vitesse de la lumière. Okay. Donc c'est ça qui est cool, c'est ça qui est génial là, de la relativité, c'est que, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que quand vous allez vous déplacer à une vitesse, ce qui va arriver, c'est qu'il y a deux effets de la relativité qui vont intervenir. Il y a premièrement votre temps. L'écoulement de votre temps va être ralenti d'un facteur gamma, d'un facteur 2 dans ce cas-ci, et vos distances vont toutes les distances que vous allez observer vont être comprimées d'un certain facteur qui est le facteur gamma aussi. Okay? Mais ça va pas se comprimer, tu sais, l'écoulement du temps et les distances vont pas changer comme ça de manière bizarre, aléatoire, ils vont changer juste de la bonne façon pour vous, que vous, en tant qu'observateur, que vous allez toujours quand même observer et mesurer que la lumière se déplace à cette vitesse-là. Okay? Et c'est ça qui se produit dans la vraie vie. Et c'est ça que Einstein avait découvert. Et c'est ça qu'il avait exprimé par son premier postulat, qui dit justement là, que peu importe peu importe la vitesse, peu importe le mouvement que l'observateur va avoir, un observateur va toujours mesurer que la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 à 8 mètres par seconde. C'est vraiment là le rythme d'écoulement du temps et les longueurs vont s'ajuster juste de la bonne façon pour que un observateur mesure toujours que la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 à 8 mètres par seconde. Okay. C'est quand même cool quand on y pense, là. Mais c'est ça, c'est dans notre univers, ça marche comme ça. Okay. Donc je sais que c'est la première fois que vous entendez parler de relativité, vous dites comment c'est donc même bizarre tout ça. Puis tu sais, comme, c'est-tu vraiment vrai ou c'est juste, tu sais, c'est une théorie là, que Einstein a inventée dans sa tête, puis tu sais, c'est juste comme pour le fun, puis ça, c'est juste une théorie de même là. Ben la réponse non, c'est pas vraiment, c'est pas juste une théorie, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour vrai. Ça a été démontré, ça a été prouvé à plusieurs reprises dans plusieurs expériences là, différentes de physique. Mais je peux vous juste donner un exemple en particulier. C'est une des toutes premières fois que ça a été vraiment confirmé là, que ça fonctionnait. C'est quand on a commencé à envoyer des satellites sur la Lune. Okay. Les missions Apollo, par exemple, que vous avez probablement déjà entendu parler. Ben, ce qui est arrivé, c'est que, entre autres, en tout cas, une des choses qui a été faite, qui a été testée là, en même temps dans ces voyages-là, c'est que à cette époque-là, les gens connaissaient la théorie de la relativité, puis justement, ils étaient curieux, ils disaient, écoute, c'est-tu vrai, ou ça marche-tu pour vrai, cette affaire-là? Donc, les gens, ben, on est capable de construire ce qu'on appelle des horloges atomiques. Donc, des horloges atomiques, c'est des horloges qui sont capables de mesurer le temps, mais avec une précision qui est vraiment là, phénoménale. Je pense qu'ils sont capables de être précises à une coupe de femtosecondes, donc des fois 10, là, des fois à la moins 12 ou à la moins 15 secondes. Donc, c'est extrêmement précis, une horloge atomique. Okay? Et là, ce qui est arrivé, c'est que ben, on a construit deux horloges atomiques et on les a synchronisées
parfaitement. Là. Fait que les deux horloges indiquaient toujours exactement le même temps, là, à genre 10 à la moins 15 secondes près. Là. Et après, ce qui est arrivé, c'est que on les a séparés, ces deux horloges-là. Il y en a une des deux qui est restée tout le temps sur la planète Terre, donc immobile, on va dire, sur la planète Terre. Et la deuxième horloge, on l'a placée dans une des capsules Apollo là, qui a fait qui est allée sur la Lune, donc qui s'est déplacée. Okay. Et c'est ça. Puis quand la capsule est dans le vaisseau spatial, elle se déplace à une certaine vitesse, hein, qui est qui est assez rapide, là, à une trentaine de kilomètres par seconde. Okay. Et là, les gens s'étaient dit, ben, si la théorie de la relativité est vraie, puis que ça fonctionne, on s'attend à ce que l'horloge qu'on a placée dans le vaisseau spatial va avoir un rythme d'écoulement du temps qui est un petit peu plus petit que l'horloge qui est restée sur la planète Terre, hein, parce que elle ne bouge pas, elle qui est dans le vaisseau va se déplacer. Et ce sera pas énormément, parce que 30 km par seconde, pour nous, ça a l'air d'être bien rapide, mais ça reste quand même juste là, une très petite fraction de la vitesse de la lumière. Fait que c'est sûr que 30 km par seconde, ça donne un facteur gamma qui est très proche de 1. Fait qu'on s'attendait pas à ce que, quand le vaisseau spatial allait revenir, on s'attendait pas à ce qu'il y ait genre 5 minutes de différence entre les deux horloges. On l'avait calculé d'avance. On avait dit, OK, si la théorie de la relativité fonctionne bien, là, on s'attend à ce que quand les deux horloges, quand le vaisseau spatial va revenir sur la Terre, là, on va prendre l'horloge, on va les remettre là, une à côté de l'autre. On s'attend à ce qu'il y ait une certaine différence de temps entre les deux, un certain delta T, qui a été causé justement par le fait que les deux horloges n'ont pas eu le même rythme d'écoulement du temps. C'était pas un gros chiffre, c'était un chiffre qui était quand même très petit, mais c'est pas grave. Ce qui est cool, c'est que quand le vaisseau est revenu, on a fait exactement ça, on a mis les deux horloges l'un à côté de l'autre, on a regardé la différence de temps qu'il y avait entre les deux, et il y avait une différence de temps qui n'était pas très grande, c'était quelques, je sais pas, millionièmes de seconde, quelque chose comme ça, mais c'était vraiment exactement le delta T qu'on avait prévu puis qu'on avait calculé là, en utilisant la théorie de la relativité puis l'équation du facteur gamma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est une des premières fois que la théorie de la relativité a été vraiment, tu sais, approuvé, a été vérifié, a été testé, puis oui, ça fonctionne bien. Et depuis ce temps-là, on a fait plein d'autres tests, plein d'autres expériences là, qui ont toujours démontré que la théorie de la relativité fonctionnait bien. Okay. À la fin de la section S06B, dans la prochaine vidéo, je vais même vous démontrer que euh, la relativité générale, c'est utilisé entre autres dans le système GPS. Et le système GPS fonctionne bien parce que justement ça tient en compte des effets de la relativité. J'en reparlerai dans la section S06B, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne bien. Fait que tu sais, je sais que c'est dur ça a l'air vraiment bizarre la relativité, puis ça a l'air bien, tu sais, c'est tellement bizarre à un point qu'on se demande souvent, écoute, non, c'est vrai ça ou c'est juste des théories comme ça dans les nuages là. Ben non, dites-vous que c'est vraiment vrai, c'est prouvé, ça a été confirmé à plusieurs reprises, puis notre univers fonctionne vraiment comme ça, aussi bizarre là, que ça puisse paraître. Okay. C'est ça, faut quand même mettre certaines choses au clair. Okay. Une chose que je voulais vous dire, c'est que quand on commence à parler de ça, puis qu'on dit là, ah, tu sais, si vous vous déplacez à une grande vitesse, votre facteur gamma va augmenter, puis ça va faire en sorte que votre temps va s'écouler plus lentement. Là, il y a des gens qui disent, OK, mais ça veut-tu dire qu'on peut vivre plus longtemps si on se déplace, on se déplace à une grande vitesse, parce que notre temps va s'écouler plus lentement? Ben, c'est bizarre de répondre à ça. La réponse, c'est oui et non. Ça dépend de ce que vous entendez par vivre plus longtemps. Okay. Mais première chose qu'il faut dire avant, c'est que, tu sais, quand on dit ça, là, mettons, si on dit, là, ici, tu sais, comme ici, dans mon exemple, je dis la personne va à 87% de la vitesse de la lumière, son temps s'écoule 2 fois plus lentement. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la personne qui est ici, là, ben, elle va pas se rendre compte que son temps est ralenti par un facteur 2. Tu sais, la personne ne va pas dire Hey, je bouge au ralenti, je bouge 2 fois plus lentement. La personne ne va jamais se rendre compte de ça parce que si vous êtes dans une situation où ce que votre temps est ralenti, mettons d'un facteur 2, ben oui, c'est vrai que tout va être ralenti d'un facteur 2. Okay? Fait que, par exemple, si vous avez une montre, là, votre montre va être ralentie d'un facteur 2. Fait que si votre montre a des aiguilles ou un affichage numérique, peu importe, oui, vraiment, là, comme dans l'univers, là, votre montre va bouger 2 fois plus lentement. Sauf que vous, quand vous allez la regarder, votre montre, vous n'allez pas la voir bouger 2 fois plus lentement. Vous allez la voir bouger normalement, selon vous. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous êtes ralenti d'un facteur 2. Mais tout est ralenti d'un facteur 2. Okay? Votre cerveau va être ralenti d'un facteur 2. Fait que vous allez comme réfléchir,
2 fois plus lentement. Votre corps va être ralenti d'un facteur 2. Fait que, votre cœur va battre 2 fois plus lentement. Vos poumons vont inspirer, expirer 2 fois plus lentement. Ça fait que, votre conscience va être 2 fois plus lente aussi. Ça va vous prendre 2 fois plus de temps à faire des raisonnements, à recevoir les influx nerveux, puis tout ça. Fait que ce qui va arriver, c'est que comme tout est ralenti d'un facteur 2, ben, résultat, ce que ça donne, c'est que concrètement, on se rend compte de rien. C'est comme si, oui, effectivement, pour vrai, c'est comme si, oui, mettons, les aiguilles de votre montre tournent 2 fois plus lentement, mais vous-même, vous êtes comme 2 fois plus veg que d'habitude, vous êtes comme, tu sais, vous fonctionnez 2 fois plus lentement, votre cerveau, vos yeux fonctionnent 2 fois plus lentement, vos réflexes, votre capacité d'analyse, votre cerveau, votre corps au complet fonctionne 2 fois plus lentement. Fait que vous vous en rendrez pas compte. Vous allez vous-même fonctionner 2 fois plus lentement. Vous allez observer quelque chose qui se déroule 2 fois plus lentement. Fait que selon vous, tout va être normal, puis il n'y aura pas d'effet. Fait que ça, c'est un petit peu, ben, pas dommage, mais en tout cas, ce serait cool de se voir bouger, puis de constater que les trucs autour de nous vont 2 fois plus lentement que d'habitude, mais ça arrivera jamais. Okay? Parce que, dans le fond, un observateur, peu importe qu'il soit ralenti ou pas, un observateur, selon lui, le rythme d'écoulement du temps va toujours être normal. Okay? Comment on peut se rendre compte que le rythme d'écoulement du temps est différent? C'est si on compare différentes situations. Okay? Par exemple, c'est si on est sur la planète Terre, puis qu'il y a un vaisseau spatial, ou une fusée, peu importe, là, qui se déplace à, mettons, 87% de la vitesse de la lumière. Ça, ben là, les gens qui sont sur la Terre, eux, ils vont avoir l'impression que leur temps s'écoule tout à fait normalement. Les gens qui sont dans la fusée, comme j'expliquais, oui, c'est vrai que techniquement, leur temps va être ralenti par un facteur 2. Ils vont, sauf que eux-mêmes, dans la fusée, ils s'en rendront pas compte. Parce qu'ils vont être ralentis d'un facteur 2, puis tout ce qui va être autour d'eux va être ralenti d'un facteur 2 aussi. Fait qu'eux, ils s'en rendront pas compte. Par contre, si les gens qui sont sur la Terre observent les gens qui sont dans la fusée, là, les gens qui sont sur la Terre vont dire, hey, les gens qui sont dans la fusée, ils bougent. Quand on les observe, là, on les voit bouger 2 fois plus lentement. Okay? Fait que c'est ça. Fait que vous-même, vous allez jamais, vous pouvez jamais comme constater que vous êtes ralenti. Parce que vous allez toujours penser que vous êtes normal. C'est si vous allez regarder d'autres personnes, que des fois vous allez dire comme, hey, j'observe quelque chose, puis mettons, j'observe d'autres personnes, puis je vois que ces personnes-là, ils se déplacent plus lentement. Okay? Mais vous-même, vous pourrez jamais comme observer ou vous rendre compte que vous-même, vous êtes au ralenti. Okay? C'est ça, fait que, comme vous pouvez jamais vous-même vous rendre compte que vous êtes au ralenti, ben ce que ça implique, c'est que ça va jamais changer votre temps de vie conscient, si on peut dire. Okay. Prenons un chiffre, prenons un exemple super simple. Admettons que une personne ici, là, mettons, on va dire deux jumeaux. Okay. Les deux sont nés exactement en l'an 2000, par exemple. Fait que mettons le premier jumeau ici, dès qu'il naît, là, il reste sur la planète Terre tout le temps. Mettons, il est né en l'an 2000, puis on va dire il vit exactement 100 ans, fait qu'il meurt en l'an 2100. Okay? Fait qu'il y a eu, là, pendant 100 ans, il a fait des activités, il a joué, peu importe, il a vécu sa vie pendant 100 ans. Okay? Puis là, si on dit, OK, le deuxième jumeau, il est né en l'an 2000 lui aussi. À la seconde qu'il est né, bang, on l'embarque dans une fusée qui se déplace à 87% de la vitesse de la lumière. Donc, ça fait un facteur gamma qui est égal à 2. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lui, là, il va être tout le temps ralenti d'un facteur 2. Okay? Sauf que, s'il ralentit d'un facteur 2 tout le temps, puis comme je disais tout à l'heure, c'est tout qui est ralenti d'un facteur 2, c'est toute la physique, là. Fait que c'est toutes les interactions atomiques, tout ça. Fait que c'est vraiment tout le fonctionnement de son corps qui est ralenti d'un facteur 2. Fait que comme je disais tantôt, son cœur bat 2 fois plus lentement, ses poumons vont 2 fois plus lentement. Fait que tu sais, ce qui va arriver, c'est que son cœur va comme vieillir 2 fois plus lentement. Okay? Fait que si biologiquement, mettons, ces jumeaux-là sont comme ils ont une santé qui fait qu'ils peuvent vivre 100 ans, mais ce qui va arriver, c'est que lui ici, il va naître en l'an 2000. Okay? Mais il va mourir là, en l'année 2200. Okay? Mais si on regarde ça, on va dire, ah, mais c'est cool parce que le gars qui est dans le vaisseau,
ben, hey, il a vécu 200 ans, il a vécu comme 2 fois plus longtemps que l'autre personne. Fait que, hey, c'est cool, moi avec, je vais aller dans un vaisseau comme ça, fait que je vais vivre plus longtemps. Ben, pas vraiment, parce que oui, techniquement, tu sais, si on regarde juste comme au niveau des dates, on va dire, il est né en l'an 2000, il est mort en l'an 2200, fait que, ok, il a vécu 200 ans, sauf que lui, son temps est ralenti d'un facteur 2. Fait, dans le fond, il a vécu 200 ans, mais les 200 ans qu'il a vécu, il était ralenti d'un facteur 2 tout le temps. Puis son cerveau fonctionne 2 fois plus lentement. Fait que, tu sais, lui, là, ce gars-là, dans sa tête, il pense que, tu sais, il a juste comme des souvenirs. Lui, il a vraiment l'impression d'avoir vécu 100 années. Tu sais, il n'y a pas eu plus de temps que lui qui est resté sur la Terre. Tu sais, les deux ont eu exactement le même temps. Tu sais, il aurait pu faire les mêmes activités tout le temps. Euh, c'est ça, fait il n'y aura pas comme plus de temps, il n'y aura pas comme 200 ans à sa disposition. Tu sais, il ne pourra pas faire 2 fois plus d'activités que lui ici. Les deux vont avoir le même temps de vie consciente. C'est ça que je voulais dire comme ça. C'est juste que si vous êtes ralenti d'un facteur 2, ben oui, votre corps va vieillir 2 fois plus lentement, mais vous allez tout faire au ralenti d'un facteur 2. Fait qu'en bout de ligne, ça change rien. Même si c'était, mettons, ralenti d'un facteur 5, si votre fusée va plus vite puis que votre temps est ralenti d'un facteur 5, ok, fine, vous allez mourir en l'an 2500. On va dire, hey, vous avez vécu 500 ans, mais pendant ces 500 années-là, vous allez être tout le temps ralenti d'un facteur 5. Fait qu'en bout de ligne, là, vous allez avoir juste tout le temps l'impression que vous avez vécu pendant 100 ans. Vous allez avoir des souvenirs là, d'une personne normale qui vit 100 années. Vous allez avoir fait des activités pendant 100 ans, pas pendant 200 ans ou pendant 500 ans. OK. Fait que, tu sais, le fait d'aller dans une fusée, c'est pas un moyen de prolonger sa vie. Là. Ça change pas grand-chose. Votre temps de vie consciente va rester inchangé. Okay. Mais en tout cas, c'est le fun quand même de se poser ce genre de questions-là quand on parle de la relativité. Puis une des questions que les gens se demandent aussi, c'est la fameuse question, est-ce que c'est possible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière? Ben, selon la théorie de la relativité, c'est impossible. Donc, il n'y a rien qui pourrait atteindre la vitesse de la lumière ni dépasser la vitesse de la lumière parce que, en tout cas, vous verrez un peu plus en physique NYC, là, mais c'est que ça prendrait une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière, puis on pourrait encore moins la dépasser. La seule chose qu'on connaît qui va à la vitesse de la lumière dans notre univers, c'est les photons, les particules de lumière qui vont à la vitesse de la lumière. Puis pourquoi ils peuvent aller à la vitesse de la lumière? C'est parce que ils n'ont pas de masse. Okay? C'est une particularité, c'est un truc un peu bizarre des photons, c'est une particule qui n'a pas de masse. Et à cause qu'elle n'a pas de masse, elle peut aller à la vitesse de la lumière. Mais n'importe quel objet qui a une masse, comme un proton, un électron, un corps humain, un vaisseau spatial, ça ne pourra jamais aller à la vitesse de la lumière parce que ça prendrait une quantité d'énergie infinie. Puis évidemment, on ne peut pas fournir une quantité d'énergie infinie à un objet ou un vaisseau spatial ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a quand même des gens qui font des théories et disent hey, mais admettons qu'on pourrait aller plus vite que la vitesse de la lumière, qu'est-ce qui se passerait? Ben là, ça pose problème parce que dans la formule du facteur gamma, si la vitesse devient plus grande que la vitesse de la lumière, ça donnerait une racine carrée d'un négatif. Puis là, bon, qu'est-ce qu'on fait pour interpréter ça mathématiquement? En tout cas, il y a des gens qui ont sorti comme une théorie à un moment donné qui dit que si on pouvait aller plus vite que la vitesse de la lumière, c'est comme si on pourrait, ça serait comme l'équivalent de reculer dans le temps. C'est plus que vous vous rapprochez de la vitesse de la lumière, plus que vous allez vite, plus que votre temps ralentit. Si vous allez exactement à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible, mais si on le faisait, c'est comme si votre temps était infiniment ralenti. Donc, c'est comme si votre temps était stoppé. C'est comme si votre temps était arrêté. Et donc, ben, dans la théorie, c'est que si on allait plus vite que la vitesse de la lumière, votre temps, il se mettrait à s'écouler à reculons. Donc, vous pourriez, d'une certaine façon, revenir dans le temps. Bon, ça c'est juste une théorie un peu loufoque comme ça. Ça arrivera probablement jamais parce que selon la théorie de la relativité d'Einstein, on peut pas atteindre la vitesse de la lumière. Fait que c'est sûr qu'on ne pourra pas la dépasser non plus. Mais en tout cas, juste pour le fun. Qu'est-ce que ça ferait? Ben c'est ça, ça te ferait des scénarios un peu bizarres. Là. Je sais pas si vous avez déjà vu les films Retour vers le futur, des films de ce type-là. Mais c'est ça. Si on venait dans le temps, ben les gens avaient ça, on pourrait modifier le continuum espace-temps. Ça donne lieu à plein de paradoxes bizarres, là, comme un qui est présenté dans le film Back to the Future, c'est si vous revenez dans le passé, puis par exemple, mettons, vous tuez vos parents, ben là, qu'est-ce qui va arriver? Si vous tuez vos parents, mais là, si vos parents sont morts, ils pourront pas accoucher de vous comme enfant. Comment ça que vous êtes là si vous avez jamais pu naître pour aller les tuer? Tu sais, comme ça fait on appelle ça des paradoxes, des événements, comme une suite logique d'événements qui fonctionnent pas. Okay? En tout cas, c'est le fun de penser à ça, mais ça arrivera jamais de toute façon parce que bon, c'est impossible d'atteindre et encore moins de dépasser la vitesse de la lumière. Donc, ouais, le voyage dans le temps, le voyage vers le passé, c'est impossible. Okay.
Juste vous dire que la formule du facteur gamma, on vous la donne directement. Ok, il y a une section, il y a une partie dans le livre, là, le complément de 3.6, où on l'explique. Ok, mais je ne veux pas vraiment vous le présenter parce que de toute façon, en physique NYC, vous allez le voir de manière un peu plus complète. Ok, puis, tu sais, ça sert à rien de dédoubler les explications. Là. Fait qu'en astrophysique, c'est pas grave là, si vous comprenez pas trop d'où vient cette formule-là, mais vous allez le voir beaucoup plus en détail là, quand vous ferez votre cours de physique NYC. Ça se démontre assez bien. Vous pouvez le lire si vous voulez, mais vous allez le voir de toute façon en physique NYC. Fait que l'important, c'est juste de savoir que cette formule-là existe, puis d'être capable de l'utiliser, puis de la calculer. Okay. Puis dernière chose que je veux faire avec vous, avant de terminer cette petite vidéo-là, c'est que j'ai inventé un exercice qui est en deux parties. Fait que c'est une feuille d'exercice qui est disponible sur mon site web. Okay. Mais je voulais screenshotter ici, là, fait que ça va être correct. C'est que dans le fond, c'est comme deux expériences. Okay. À la fin de la première heure de cours, là, de la section S06A, on fait celle-ci, qui est une expérience de relativité restreinte. Puis à la fin là, de la deuxième heure, qui sera le S06B, on va faire une expérience de relativité générale. C'est juste pour vous exposer un petit peu les différences qu'il y a entre les deux. Donc j'imagine des petites situations un peu drôles. J'imagine qu'on a Newton puis Einstein qui sont chacun dans une soucoupe volante dans l'univers, dans l'espace. Okay. Puis, imaginons que Newton, lui, il est immobile, fait qu'il a une vitesse égale à 0. Et imaginons que Einstein, lui, dans sa petite soucoupe volante, il va vers la droite à une vitesse de 0.9682 c, donc 96,82% de la vitesse de la lumière. Dans un premier temps, je me demande juste de calculer c'est quoi le facteur gamma, le facteur de ralentissement du temps qui est associé à une vitesse là, de 0.9682 c. Donc ça, c'est juste un simple calcul mathématique. Donc on prend la formule du facteur gamma, c'est 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré, on remplace, on calcule, ça donne 4. Okay. Donc ça veut dire qu'un objet qui se déplace à 96,82% de la vitesse de la lumière, c'est associé à un facteur gamma est égal à 4. Okay. Et là, les questions que je vous demande, puisque c'est juste vous démontrer quelque chose ou vous faire réaliser quelque chose, je vous demande si les deux hommes se regardent à travers la vitre de leur vaisseau, là, de leur petite soucoupe volante. Fait que si Newton regarde Einstein, Einstein regarde Newton, qu'est-ce qu'ils vont voir quand ils vont s'observer l'un l'autre? Okay. Puis c'est ça sur quoi je voulais vous faire réfléchir. Puis fait, on va se mettre dans la peau de chacun des deux. Okay? Par exemple, là, on va commencer par exemple. Fait que si vous êtes Newton, selon Newton, puisque j'ai mis un peu en brun ici, okay? Ben, selon Newton, il va dire moi je suis immobile. Ma vitesse est égale à 0. Okay? Il va voir Einstein se déplacer vers la droite à une vitesse de 96,82% de la vitesse de la lumière. Okay? Ce qui va arriver, c'est que Newton il va dire ben moi, mon temps il s'écoule normalement. Okay? Un observateur trouve toujours que lui, son temps s'écoule normalement. Mais quand il va regarder Einstein, il va dire Einstein, lui, se déplace à 96,82% de la vitesse de la lumière. Fait que Einstein, un facteur gamma est égal à 4. Fait que Newton, il va dire, moi, je suis normal. Mais quand je regarde Einstein, je vois Einstein bouger 4 fois plus lentement. Fait que si les deux gars, mettons, ils se font des babayes avec leurs mains, là, ben Newton, il va voir la main d'Einstein bouger 4 fois plus lentement. Okay. Ça, c'est ce que Newton verrait. Fait que Newton, il dirait, moi, je suis normal. Puis c'est Einstein qui est ralenti d'un facteur 4. C'est Einstein qui se déplace, c'est Einstein qui est ralenti d'un facteur 4. Okay. Là où c'est intéressant, c'est qu'est-ce que Einstein va voir. Okay. Ce qu'il faut comprendre, puis ça, c'est ce que vous allez voir aussi dans votre cours de physique NYC, c'est que quand on fait de la relativité restreinte, on peut toujours supposer qu'un observateur est immobile dans son propre référentiel, puis que c'est tout le restant qui va bouger. Okay. Puis c'est vrai pour l'un, c'est vrai pour l'autre. Fait que, Newton, il dit, moi, je suis immobile. C'est Einstein qui va vers la droite à 96% de la vitesse de la lumière. Mais Einstein, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire, non, il dit, moi, je suis immobile. Puis c'est Newton qui va vers la gauche à 96,82% de la vitesse de la lumière. Okay. Remarquez que ce qui est bizarre là-dedans, c'est que si on dit vraiment que Newton est immobile par rapport à l'espace, s'il était vraiment dans l'univers, il y aurait sûrement des étoiles là, à proximité. Donc vraiment, Newton, il dirait, il se verrait lui immobile, il verrait toutes les autres étoiles immobiles. La seule chose qu'il verrait bouger, c'est Einstein. Il verrait Einstein bouger vers la droite. Sauf que Einstein, s'il dit que lui est immobile, ben non seulement il va voir Newton aller vers la gauche à 96% de la vitesse de la lumière, mais il verrait aussi tout le restant de l'univers, toutes les étoiles aller là, vers la gauche également à 96% de la vitesse de la lumière. Okay. Mais c'est pas grave. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut toujours considérer que nous, dans notre référentiel, on est immobile. Et ce sont les autres objets
qui vont se déplacer. Okay? Mais à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que si Einstein il dit qu'il est immobile, ben, lui, il va dire que son temps s'écoule à un rythme tout à fait normal. Okay? Mais il va voir Newton se déplacer vers la gauche à 96% de la vitesse de la lumière. Fait que quand Einstein va observer Newton, ben, il va voir Newton bouger 4 fois plus lentement. Okay? Donc, c'est ça qui est cool de la relativité restreinte, c'est qu'on dit que les effets de la relativité sont symétriques. C'est-à-dire que ce qu'un observateur va observer en regardant, mettons, l'autre personne, c'est exactement la même chose. C'est comme une symétrie miroir. Là. C'est ce que toi t'observes quand tu regardes un autre, c'est exactement ça que l'autre personne va observer quand elle va te regarder. Fait que Newton, il va dire, moi je suis normal, c'est Einstein qui se déplace, c'est Einstein qui est ralenti d'un facteur 4. Puis Einstein, il va dire, non, non, il va dire, moi je suis immobile, c'est Newton qui se déplace vite, puis c'est Newton là, qui est ralenti d'un facteur 4 quand il fait un bye-bye avec sa main. Donc les effets euh, sont vraiment symétriques. Ce que l'un voit en regardant l'autre, c'est exactement comme le miroir là, de ce que l'autre voit en regardant le premier. Et c'est ça, les effets sont symétriques comme ça dans la relativité restreinte. Pourquoi? Parce qu'on parle juste de vitesse constante. Okay, on appelle ça des référentiels inertiels. Là, vous verrez qu'est-ce que ça veut dire plus en physique qu'en YC. Mais c'est ça. Okay. Alors que ce qu'on fera à la prochaine section, là, quand on fera la section S06B, là on va voir la relativité générale. Puis dans la relativité générale, vous allez voir, là, ce n'est plus vrai que les effets sont symétriques. Donc dans la relativité générale, il y a vraiment un phénomène qui est comme absolu, si vous voulez. Un peut pas dire non, non, moi je le ressens pas, puis c'est l'autre qui bouge, ou c'est l'autre qui a l'effet, moi je l'ai pas. Là, il y a vraiment quelque chose qui est comme immuable parce que c'est relié là, à la gravité, puis à la courbure de l'espace-temps. Mais bon, on verra ça dans la section là, S06B. Donc, on va arrêter pour l'instant, puis on se revoit dans les prochaines vidéos. Donc, bonne journée, à la prochaine!